10h midi, c'est l'heure où on se promène sur Sud Radio et ce matin, direction la Corse, l'île de beauté, qui nous accueille avec toutes ses merveilles. Et ça commence déjà à sentir cette air du maquis qui porte, je dirais, les parfums des fleurs sauvages, des plantes du maquis qui sont vraiment très reconnaissables, olfactivement parlant, ma chère Morgane. Mais avant d'aller en Corse, on va se poser la question d'été parce qu'il faut bien y aller en Corse. Hein, on va pas prendre l'avion parce que, là, attention, là il y a une facture carbone qui est un peu chère. On va prendre la voiture et le bateau. Mais la voiture, est-ce que c'est encore un projet d'avenir pour les vacances des Français? D'ailleurs, le grand chassé-croisé dont on nous parle depuis des décennies, est-ce qu'il existe encore? On va poser la question ce matin. Le chassé-croisé a-t-il changé? Effectivement, nous avons des invités pour en parler. Mais vous aussi qui nous écoutez, n'hésitez pas à venir donner votre opinion au 0826 300 300. Avec nous, via Zoom, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, vous l'entendrez également, Yves Cara, qui est porte-parole de Automobile Club Association et qui est avec nous. Bonjour Monsieur Cara. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vincent. Nous avons également Sylvain Resser, qui est spécialiste auto du Figaro, qui est avec nous par téléphone. Bonjour Sylvain. Tous. Merci messieurs d'être avec nous ce matin parce que on se pose des questions sur nos mobilités, nos automobilités dans le futur. Alors moi je vous livre mon impression et je vais demander peut-être à Yves de commencer à nous répondre. Mon impression vivant en Île-de-France entre la 6 et la N118 pour ceux qui savent, c'est-à-dire la route du sud, sud-ouest, sud-est. Quand je suis rentré vendredi dernier, je m'attendais à ce que les routes soient bloquées. Je le dis, les jours de départ en vacances, en tout cas ce fameux grand chassé-croisé, les routes étaient vides au départ de Paris le vendredi. Non, une bonne surprise. On nous annonçait une catastrophe, comme à chaque fois, ce qui est bien logique. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Quelle est votre analyse? Voilà, Yves, vous qui êtes au contact des Français en voiture. Oui, complètement. Vous savez, chaque mois de juillet, je fais à peu près 6000 km sur toutes les routes de France avec un partenaire pour différents jeux. Donc, je vois bien les Français, je vois bien les chassés-croisés. Et d'ailleurs, on constate sur les autoroutes que c'est vrai, il y a encore 10-15 ans, c'était quasiment uniquement le samedi qui était blindé. Et d'ailleurs, samedi dernier, c'était quand même très fort aussi. On a eu presque 900 km de bouchons. Oui. Mais on constate aussi que sur les autoroutes, les lundis et vendredis, alors vous avez parlé du vendredi qui était très fluide, mais sur les autoroutes, le lundi et le vendredi est encore, depuis quelques années, assez chargé, moins que le samedi, un peu moins que le dimanche aussi, mais ça reste encore très chargé. Donc oui, les habitudes changent un petit peu, et ceux qui ont bien compris que quand on a une maison de vacances, c'est bien de ne pas partir le samedi, et puis tant pis si on gâche un petit peu un week-end, on reste à la maison, on part le lundi, ils l'ont bien compris. Donc oui, les habitudes ont un petit peu changé, mais quand même, le samedi, ça reste blindé. À titre d'exemple, moi, samedi dernier, j'ai fait Angers-l'Île de Léon. D'habitude, c'est 3 heures. J'ai mis 4h45. Alors, on va se tourner vers Sylvain Resser, le spécialiste auto du Figaro. Alors, Sylvain, il faut tempérer peut-être un peu mon impression, qui n'est que parcellaire. Peut-être est-ce le départ d'Île-de-France qui était un peu fluide, mais partout en France, ça coinçait. Non, effectivement, moi, je rejoins ce que dit Yves et ce que vous dites. Il faut peut-être un petit peu tempérer dans le sens où le week-end dernier qui était annoncé noir, finalement il était plutôt bleu marine. Et il y a eu quand même des gros bouchons en vallée du Rhône et en Gironde. Mais je pense qu'en fait il n'y a plus de règles. Les habitudes ont changé, les gens ont changé, les rythmes changent. Les gens prennent plus un mois de vacances d'un bloc comme ça. Ils picorent, ils partent 15 jours ou une semaine, ils rentrent, ils retravaillent un petit peu. Puis il repart 15 jours ou 3 semaines. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a la question du pouvoir d'achat aussi. Oui, bien sûr. On voit qu'un plein d'essence coûte quand même très cher. Alors les gens prennent peut-être un peu moins leur voiture, mais je pense pas quand même. La voiture, ça reste quand même quelque chose d'important. Il y a la question de l'organisation du travail. J'ai vu autour de moi, il y a plein de gens finalement qui télétravaillent sur leur lieu de vacances. Oui. Et bon, tout ça fait que il y a peut-être moins de monde. Il y a moins d'aller-retour. Il y a moins d'aller-retour. En tout cas, c'est plus disséminé. Moi, je suis rentré de Reims lundi pour rentrer à Paris. Il y avait du monde. Normalement, il y a moins de monde. Et ce matin, en circulant dans Paris, j'ai trouvé qu'il y avait encore beaucoup de monde. Donc, je pense que il y a des gens qui sont revenus. Il y en a qui sont pas encore partis.
Des rythmes qui ont beaucoup changé. D'ailleurs, la presse en a parlé en début de semaine. Les embouteillages cumulés étaient un peu moins importants qu'en 2021. Ça a été quand même noté. Vous êtes en train de dire que j'ai pas complètement déliré, Morgane. C'est gentil. Je vous rassure, vous n'êtes pas le seul à le penser. Oui, en tout cas, les chiffres le disent. Après, il faut nuancer. C'était quand même bleu marine, nous dit Sylvain Resser. J'aime bien la nuance pour dire que c'était foncé quand même. Enfin voilà, qu'on n'était quand même pas dans une journée fluide. Avant d'aller plus loin, Vincent, je vous propose de savoir comment on établit ces comptes-là, comment on sait quel trafic il y a en temps réel. Nous avons avec nous Pierre Waro, qui est directeur de Provence Comptage Routier. Bonjour Monsieur Waro. Bonjour Monsieur Waro. Donc vous vous occupez de poser ces systèmes qui comptent le trafic routier. Oui, parce qu'on se doute bien que si on fait un peu de prospective, si on anticipe nos week-ends, etc., c'est bien qu'à un moment on tire des enseignements du comptage routier et qu'on essaye d'avoir des courbes qui répondent aux situations, je dirais, récurrentes. Qu'on a eu des chiffres, effectivement. Comment on établit ce comptage routier, Monsieur Waro ? Alors, on va faire la différence entre deux types de comptage, le permanent et le temporaire. Nous, on est plutôt en temporaire. Le permanent, ça va être tout ce qu'il va y avoir sur les autoroutes. Vous vous en rendez pas compte, mais vous roulez tous les jours sur des boucles de comptage dans le sol qui permettent de vous comptabiliser peut-être pas tous les kilomètres, ça dépend des portions d'autoroute, mais ça va permettre de donner des statistiques au gestionnaire de la voirie et il va pouvoir s'adapter. Ça va même pouvoir lui déclencher des alertes s'il y a des anomalies sur son réseau. Nous, on va être dans le temporaire. Et nous, on va plutôt poser des appareils sur des courtes périodes, 1 semaine, 2 semaines. Ça va permettre aux gestionnaires de la voirie, en l'occurrence les communes, les départements, de connaître un petit peu mieux leur réseau, de pouvoir anticiper la réfection des routes, de pouvoir faire des plans de circulation et même de pouvoir faire des études de dimensionnement. Et comment ça se présente, ces systèmes temporaires ? Alors, pour le coup, nous, on n'a pas 36 solutions. Comme des cellules photoélectriques de comptage, quoi. Enfin, chaque fois qu'on passe, ça clique. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est plus archaïque que ça, si je puis dire, mais pourtant, ça marche très bien. C'est les tubes de comptage routier. Est-ce que vous avez déjà vu par hasard 2 tubes noirs sur la route et vous roulez dessus, on dirait des câbles? Oui, on dirait des câbles et on se dit, j'espère que c'est pas pour la vitesse. On a tendance à ralentir en se disant, oulala, je vais peut-être me faire gauler, là. Pas du tout. Pour le coup, tout est anonyme. C'est du comptage simple. C'est juste de l'air qui est à l'intérieur. Il n'y a pas de matériaux très compliqués, très chers ou quoi que ce soit. Et les impulsions d'air vont être transformées en comptage. Et on arrive comme ça, avec ces 2 petits boudins, certains les appellent comme ça, à faire de la distinction véhicule léger, poids lourd et même de la vitesse. Alors pour le coup, c'est vraiment un but statistique. Ah oui, comme dans les parkings, vous faites la différence entre moto et véhicule à 4 roues. Alors dans les parkings, c'est encore différent, mais oui, mais enfin, c'est vrai que c'est un peu le principe. C'est juste la technologie qui diffère. C'est un système qui est comparable. Et donc ça sert à avoir ces fameux chiffres de trafic routier, mais on s'en sert également, vos clients, qu'ils soient publics ou privés, s'en servent pour d'autres installations ? En fait, on ne soupçonne pas le nombre de clients, de différents clients qu'on peut avoir et surtout d'applications de ces comptages. On va s'en servir pour faire des études de marché. Vous souhaitez vous installer à un endroit, il va falloir choisir l'endroit où il y a le plus de potentiels clients et donc il va falloir choisir le meilleur terrain et donc on va faire des comptages en amont. Il va falloir aussi étudier, donc s'installer dans un lieu de passage, c'est un peu l'idée, par exemple, dans ce cadre-là. Vous avez X personnes qui passent par jour, vous pouvez espérer en transformer un faible pourcentage en clients. Plus ce X est élevé, plus vous avez de chances d'avoir de clients. Et ça sert également pour la voirie. Pour la voirie, les communes qui ont un réseau à gérer ont besoin de déterminer des plans de circulation, de faire des aménagements de sécurité, faire des dodanes, faire des cassis, ça coûte cher. Faire des ralentisseurs, ça coûte très cher. Est-ce que finalement, ça roule vite? Est-ce qu'on peut pas faire une petite étude pour regarder un petit peu est-ce que ça vaut le coup ou pas? En tout cas, c'est tous ces chiffres qui, compilés, nous donnent l'état de nos routes, l'état de la circulation. Alors, merci beaucoup, Pierre Waro. Merci Pierre Waro, parce qu'on ne sait pas, au fond, comment ça se passe, ce genre de choses. Yves Carra, vous qui êtes très au fait, comme porte-parole de l'Automobile Club, dites-moi, est-ce que les applications, il faut les appeler comme ça, tous les outils qu'on a sur Internet ont changé la vie de l'automobiliste au point de lui dicter son jour ou son heure de départ? Faut en parler à ceux qui habitent dans des petits villages, vous savez, à côté des autoroutes parfois, ou simplement dans des villes, dans des petites rues, et ils voient depuis quelques années, grâce ou à cause de Waze,
un défilé de voitures énorme parce que justement la déviation les amène devant. Oui. Donc oui, ça a changé. Mais vous savez, Vincent, la route en France, pour nous, c'est quelque chose de très important. Je vais vous donner un chiffre. En France, on a 20% de toutes les routes européennes. Donc on a 27 pays et nous, on a 20% de toutes les routes communales, départementales. Énorme réseau routier alors. C'est un énorme réseau routier et c'est un patrimoine. Il faut l'entretenir, ça coûte cher. Si on l'entretient pas, le remettre en état, ça coûte encore beaucoup plus cher. Oui. Donc c'est vraiment important. Comme sa maison. Et il y a aussi quelque chose auquel je me suis intéressé parce que, voilà, par curiosité, c'est l'enrobé. C'est-à-dire, on roule sur un truc noir, là, vous voyez. Oui, ce qu'on appelle le bitume. Incroyable. Ouais, alors bitume, non. Surtout, les spécialistes, vous appelez ça l'enrobé. Hein. D'accord. C'est d'une technicité incroyable. Il faut pas que l'eau traverse, parce que quand elle traverse et qu'elle gèle, ça fait exploser le bitume. Donc, il y a une vraie technicité. C'est plus complexe que ce qu'on ne pense. En tout cas, les routes de France et notre quotidien sur les routes de France, notamment en été, on va continuer à en parler. Restez avec nous. On se quitte une minute. Nos déplacements en vacances sont-ils en train de changer? Qu'est devenu le grand chassé-croisé dont on nous parle chaque fois? Ça, c'est ce qu'on appelle un marronnier dans le métier, c'est-à-dire quelque chose qui revient chaque année, évidemment. Eh bien, on se pose la question ce matin de nos mobilités automobiles avec deux spécialistes, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, et Sylvain Resser, spécialiste auto du Figaro. Alors, Sylvain Resser, vous entendiez tout à l'heure votre confrère Yves Cara parler du réseau routier français. Est-ce que ce réseau routier, d'abord il est en état, on a compris que c'était un réseau routier extrêmement important, est-ce qu'il est en état, est-ce que ça joue dans la façon de se déplacer des Français? Alors, je pense pas que ça joue quand on a besoin de se déplacer. On y va, quelle que soit la route. On se déplace. Mais ce qu'on peut dire, et on le voit chaque jour, c'est que les routes ne sont absolument pas entretenues. Il y a une dégradation manifeste du réseau routier. Et ça concerne tout le réseau routier ? C'est inquiétante. Ça concerne aussi bien les routes que les autoroutes, que les villes, les villages. Même les autoroutes payantes. Même les autoroutes payantes. Alors un peu moins, je nuancerais, mais c'est surtout le réseau secondaire où on voit que la route est rapiécée, on met des pansements, mais on refait plus la route. Il y a un vrai problème. Oui, mais vous dites... Et ça montre bien un abandon des pouvoirs publics. Et la route, c'est... quelque part, c'est le symbole d'une société qui se délite. La route qui n'est pas entretenue. C'est notre système de circulation comme le système veineux dans le corps humain, notre réseau routier, puisque c'est par là que les fluides, c'est-à-dire les voitures se déplacent, les voitures, les camions aussi. Mais Sylvain Resser, vous disiez, on prend la voiture quand on a besoin de la prendre, etc. Est-ce qu'on ne peut pas faire un distinguo entre la voiture vue sous un angle professionnel, c'est-à-dire le déplacement obligatoire, par exemple, pour se rendre sur son lieu de travail, ou de marchandises, et le moment ou de marchandises, évidemment la logistique, mais et le moment des vacances où on se pose la question, où on a le choix de prendre ou non son véhicule, pour certains en tout cas. Alors on a remarqué avec les différents confinements et la hausse du télétravail qu'il y a moins de déplacements professionnels. Il y a une diminution dans toutes les entreprises, il y a une diminution du kilométrage des salariés. Après, à titre privé pour les vacances, tout dépend de votre lieu de villégiature. Oui, de destination. Et de la manière dont vous allez consommer vos vacances. Parce que si vous changez plusieurs fois d'endroit pendant les vacances, ce qui est quand même le cas d'un certain nombre de ménages, de gens, vous allez être obligé de prendre votre voiture. Et puis, il y a des destinations qui sont... absolument pas servi par le train, donc et même si vous prenez le train, à un moment ou à un autre, va falloir prendre la voiture. Alors ça sera peut-être pas votre voiture, ça sera un taxi ou un ami ou quelqu'un de votre famille qui vient vous chercher, mais de toute manière, pour aller de la gare à votre lieu de vacances, il faudra forcément prendre une voiture. Alors certes, vous ferez un trajet moins long, mais la voiture, on en aura toujours besoin de toute manière.
La voiture reste un moyen de transport obligé, notamment pendant l'été, pendant les vacances d'été. C'est modulable. Yves Carra, j'imagine que l'Automobile Club se soucie de cela parce que vous êtes des défenseurs du véhicule individuel, quelle que soit sa forme. Alors il est extrêmement décrié évidemment quand il utilise les énergies fossiles et en plus cette essence ou ce diesel coûte de plus en plus cher, donc ça taille des croupières. Mais est-ce qu'il y a des arguments pour défendre le véhicule individuel, pour défendre la voiture? Alors nous, on est pour une mobilité durable, en sécurité et abordable financièrement, que ce soit d'ailleurs avec une voiture, une trottinette, un vélo ou autre. Alors, vous savez, la voiture, on adore la détester tellement on l'a aimée. Vous voyez, aujourd'hui, aujourd'hui, on sait sur la voiture. Il y a 50 ans, quand on parlait d'écologie, vous vous en souvenez certainement, Vincent, il fallait arrêter les centrales nucléaires. Vous vous rendez compte, si on les avait arrêtées, on serait aux centrales à charbon aujourd'hui. Donc, il faut faire attention quand même quand on veut absolument tuer ce qu'on a aimé avant. Et le problème, si vous voulez, dans la voiture, c'est pas la voiture en elle-même, c'est l'énergie qu'on met dedans. Donc, quand on nous dit que le moteur thermique, c'est le diable, non. C'est le pétrole qu'on met dedans. Et donc, si vous roulez, par exemple, au superéthanol, déjà, vous roulez beaucoup moins cher, moitié prix, et vous polluez beaucoup moins. Les huiles de vidange filtrées qu'on a autorisées enfin en France, qui étaient autorisées partout en Europe, et qui se faisait au fond du garage en France. Maintenant, c'est autorisé depuis quelques jours. Les députés ont voté. Et vous qui êtes en contact avec les automobilistes, oui, mais attendez, je termine. Est-ce que ça réduit de 90%. Non, mais ça réduit de 90% les effets de serre. Donc voilà, on a des solutions pour que la voiture soit moins impactante. Yves Carra, est-ce que cette pratique est fréquente, l'utilisation de carburants alternatifs, comme on les appelle? Mais de plus en plus, vous savez, on nous parle beaucoup de l'électrique. Ça coûte très cher et c'est compliqué pour les longs trajets. Mais le superéthanol, moi, il y a 5 ans, quand je suis rentré à l'Automobile Club, j'en parlais déjà. Personne ne connaissait. Aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui ne sait pas ce que c'est. Parce que quand vous avez une voiture à essence, vous mettez votre boîtier dessus. Vous êtes aidé souvent par des régions. Il y a quelques régions qui le font, pas toutes malheureusement. Et vous payez moins cher et vous polluez moins. Donc quand c'est gagnant-gagnant, on n'est pas fous, nous les Français, on le prend. Quand on voit que l'électrique, pour les longs trajets, d'abord ça coûte très cher. Pour se recharger, c'est compliqué. Les bornes ne fonctionnent pas. Quand elles arrivent, vous n'avez pas la bonne carte. Bon, on se dit, ça nous arrange pas. Si ça nous arrangeait, on le prendrait. Donc voilà, on a des solutions. On a aussi le biogaz. Et je vais vous dire, si on disait à ceux qui critiquent le moteur thermique, écoutez, il y a deux choses. À côté de chez vous, soit on va construire une mine pour extraire du lithium, et forcément, il y a des gros camions qui vont arriver. Soit on va mettre une usine pour recycler tous les déchets, créer du méthane, et on va mettre ça dans notre moteur thermique. Là, il dirait peut-être, c'est pas mal ça, la deuxième solution, j'aime bien. Sylvain Resser, vous entendez ce que dit Yves Carra. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces carburants alternatifs? Est-ce que c'est la solution par rapport à la voiture électrique? Parce que je voulais votre avis, vous qui êtes donc un spécialiste de l'automobile. J'entends dire de plus en plus, si aujourd'hui toutes les voitures qui sont en circulation dans le monde étaient électriques, on ne saurait pas produire l'électricité pour les faire avancer. Non, mais je partage le point de vue d'Yves. Je pense qu'il faut, il n'y a pas une solution, mais il faut encourager toutes les solutions qui permettent de réduire les gaz à effet de serre et à mon avis, de se lancer vers le tout électrique. On court un grave péril. Mais face aux jeunes générations qui sont quand même un peu vent debout plus tôt que les nôtres et qui prônent des modes de déplacement encore plus, je dirais, alternatifs, la bicyclette notamment, pour pas la citer. Oui, mais on part pas en vacances à bicyclette. Alors, moi, je peux bien, pas beaucoup. En tout cas, les alternatives sont d'autant plus nombreuses de nos jours. Effectivement, le covoiturage qui est devenu très, très à la mode et très pratique et facile d'accès surtout. Le bus, effectivement. Qui consomme moins que des voitures individuelles. Est-ce que vous pensez que ça fait partie du projet d'avenir de la mobilité en vacances? On a l'impression Est-ce que cela explique que le chassé-croisé est moins important? En tout cas, les embouteillages du chassé-croisé sont moins importants cette année que l'année dernière. Moi, je pense que déjà, la première erreur, c'est de confronter toutes les mobilités alors que toutes les mobilités sont complémentaires. Il y a un moment, vous allez faire du vélo, après peut-être de la trottinette, après vous allez prendre le train, après vous allez peut-être prendre l'avion, puis vous prendrez aussi un peu la voiture. Et en fait, tout est complémentaire et tout. En fait, c'est à chaque fois des moments de vie. Donc la voiture, elle a sa place dans ces nouvelles mobilités. Après, parce que c'est l'autonomie.
Parce que voilà, où qu'on soit, on peut effectivement se déplacer. La liberté de se déplacer. Si vous prenez le train ou l'avion, vous êtes dépendant d'un horaire de départ, d'un lieu de départ, d'un lieu d'arrivée, alors que la voiture, vous la prenez n'importe quel moment de la journée et vous allez où vous voulez. Et ça, c'est la vraie liberté. Yves Cara, vous pensez que la voiture a de beaux jours devant elle pour peu qu'on s'occupe de ce qu'on met à l'intérieur et de la façon de la faire avancer et de la rendre économique en quelque sorte sur le plan écologique? Oui, c'est exactement ça. Vous savez, au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Et si le thermique a gagné, c'est parce qu'il y avait une facilité d'utilisation et qui correspondait à ce qu'on attendait. Un rendement aussi. Et un rendement, exactement. Il n'y a rien de plus efficace qu'un litre de pétrole, malheureusement. Donc, on peut en faire du goudron, on peut en faire du diesel, on peut en faire de l'essence, etc., etc. Malheureusement, des sacs en plastique aussi, des gobelets. Et malheureusement, des sacs en plastique. Il est certain que chaque action génère une pollution. Vous savez, l'émission qu'on fait actuellement, elle génère énormément de pollution. On ne va pas l'arrêter pour autant. Sonore notamment, merci Yves. Non, pas sonore, non, mais entre les ordinateurs et tout ça. C'est pas de la pollution sonore. Pas avec vous, Vincent. Avec d'autres peut-être, mais je ne donnerai pas les noms. Non, ça ne nous regarde pas. Ce qu'il y a de certain, c'est que on aura toujours besoin d'un véhicule, qu'on va pas appeler voiture, d'un véhicule de quelques centaines de kilos qui va amener ma famille, mes enfants, mes grands-parents, qui va me permettre d'aller les voir quand ils sont malades, d'aller voir mes enfants si je suis divorcé parce qu'ils sont un petit peu plus loin. Le seul problème, c'est quelle énergie on va mettre dedans. Avant, on avait des chevaux, on leur donnait de la paille ou du foin. Maintenant, on a des voitures, on leur a donné du pétrole. Dans quelques années, il y aura de l'électrique, il y aura du méthane, il y aura du biogaz, il y aura de l'eau, il y aura ce que vous voulez. Il y aura peut-être comme dans Retour vers le futur, une peau de banane qui va nous permettre d'avancer. C'est la seule question qu'il faut se poser pour les millions, les centaines de millions de voitures qu'il y a dans le monde. Dernière question quand même à Sylvain Resser avant de conclure le sujet. On parlait carburant. Vous qui êtes spécialiste auto du Figaro et spécialiste auto, donc, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'établir des prévisions vu ce changement d'habitude constaté? Alors, en fait, on est dans une période un peu, je dirais qu'on est au milieu du gué, parce qu'avec la guerre en Ukraine, avec ce qui se passe autour de nous, avec plein de crises, plein de tensions, on a décidé, l'Europe a décidé le tout électrique à partir du 1er janvier 2035. Mais des constructeurs commencent à appuyer sur le bouton rouge en disant il faut introduire une clause de revoyure vers 2028-2030 pour voir ce qui va se passer, parce qu'on n'est pas du tout certain qu'on aura suffisamment d'électricité pour propulser toutes ces voitures. Et moi, j'ai envie de dire qu'on est rentré en fait dans un siècle de sobriété. Et là, on est en train de nous dire, en France, on a un parc de 40 millions de voitures environ. On va nous dire que ces voitures-là, va falloir quelque part progressivement les mettre à la poubelle et les remplacer par des voitures électriques. Mais donc on va reproduire peut-être 25, 30 ou 40 millions de voitures. Ça consomme et peut-être qu'elles sont déjà obsolètes en vue des 50 ans qui viennent. Pourquoi ne pas développer de nouveaux carburants? On sait qu'il y a des carburants de synthèse qui sont en train d'arriver et ça permettrait de réduire de manière drastique les émissions de CO2 sur des voitures qui existent déjà. Ça éviterait d'avoir à produire, à dépenser de l'énergie pour produire de nouveaux véhicules, vous voyez. Merci, oui. C'est ça la sobriété. Merci beaucoup Sylvain Resser et Yves Cara. Il faut peut-être faire un peu moins confiance à ce que vous appelez l'effet Waze, c'est-à-dire partir tous en même temps ou ne pas partir tous en même temps parce que votre application vous dit. Et comme ça, on va, étaler un petit peu nos départs et nos retours. Merci messieurs, c'en est pas fini avec le chassé-croisé, on le sait, mais peut-être, un chassé-croisé plus vivable, Morgane, chaque année. C'est ce qu'on souhaite. En tout cas, oui, la conclusion, c'est qu'il a changé dans moindre mesure pour le moment, mais on verra l'année prochaine. Ah ben voilà, on en reparlera du coup dans les routes de l'été. Merci messieurs. Allez, on va partir du côté de la Corse, comme toujours. On va s'intéresser d'abord à nos forêts françaises.